Bonjour et bienvenue dans Maîtriser vos relations avec l'analyse transactionnelle. Vous en avez assez de rater vos relations avec les autres? Vous voulez comprendre comment les réussir? Voici un mode d'emploi très simple qui vous garantit de maîtriser toutes vos relations, de quoi changer littéralement votre vie. Allez, c'est parti. Dans l'analyse transactionnelle, vous n'avez que trois mots à retenir: parents, enfants et adultes. J'adore quand quelque chose est simple, vous aussi? Le parent, c'est votre éducation. En fait, tout ce que vous avez appris de vos parents. Je vous donne un exemple. Vous avez appris de vos parents qu'il ne faut pas mettre les pieds sur la table. Cette règle reste enregistrée et plus tard, quand vous verrez vos enfants mettre les pieds sur la table, il y a de fortes chances que vous direz: on ne met pas les pieds sur la table. Parallèlement avec le parent, l'enfant enregistre un sentiment qui restera associé. Par exemple, si l'enfant a ressenti de la peur en entendant des disputes, il pourra revivre cette peur en tant qu'adulte dans des situations de conflit. L'adulte, c'est l'ordinateur en vous, c'est binaire. Il n'y a que les chiffres 1 et 0. L'adulte évaluera dans chaque situation le pour et le contre, et il prendra des décisions rationnelles sans s'occuper du parent ou de l'enfant en lui. Dans ce graphique, vous voyez les trois états du moi. Celui qui nous intéresse maintenant, c'est le parent, et vous voyez qu'il est nourri par vos parents. Je vais vous donner trois exemples. Premier exemple, un enfant observe que ses parents rangent toujours leur maison de manière impeccable, et en grandissant, il développe une tendance à maintenir un environnement ordonné. Les futures épouses parleront d'un homme bien éduqué, mais si jamais c'est le contraire, passons. Deuxième exemple, un enfant entend souvent ses parents dire: il faut toujours respecter les règles, et il adopte une attitude respectueuse envers l'autorité et les lois tout au long de sa vie. Si les parents n'éduquent pas leur enfant à respecter les règles, on peut les plaindre. Cet enfant aura alors des problèmes de comportement à l'école et plus tard, il n'est pas exclu qu'il devienne un criminel. Troisième exemple, un enfant voit ses parents aider leurs voisins en cas de besoin et il apprend à être serviable et empathique envers les autres. J'espère seulement que cet enfant saura faire la part des choses plus tard dans sa vie parce que des profiteurs, il en existe partout. Nous nous intéressons à l'enfant maintenant. Les sentiments que l'enfant a ressentis en réponse aux paroles et actions de ses parents sont stockés dans son état du moi enfant. Plus tard, face à des situations similaires, ces sentiments enregistrés s'est réactivent et influencent ses réactions. Je vais vous donner trois exemples. Premier exemple, un enfant éprouve de la joie et de la sécurité chaque fois que ses parents le félicitent pour ses bonnes notes. En grandissant, il peut rechercher activement des situations où il peut obtenir des éloges, associant ces moments à un sentiment de bien-être. Deuxième exemple, un enfant ressent de la peur chaque fois que ses parents se disputent bruyamment. Plus tard, en tant qu'adulte, il peut ressentir la même peur intense lorsqu'il entend des gens se disputer, même s'il n'est pas impliqué. Troisième exemple, un enfant se sent rejeté chaque fois que ses parents le critiquent sévèrement pour ses erreurs. Adulte, il peut réagir avec une profonde tristesse ou se retirer socialement lorsqu'il reçoit des critiques, revivant ce sentiment de rejet. Vous voyez donc que les sentiments enregistrés peuvent donc être positifs, comme la joie, ou négatifs, comme la tristesse ou la peur. Votre état du moi adulte se développe très tôt, dès que vous commencez à former vos propres opinions et à prendre des décisions basées sur des informations et des faits plutôt que sur des émotions ou des injonctions parentales. C'est vous qui réfléchissez et c'est vous qui prenez les décisions après avoir réfléchi. Je vous donne deux exemples. Un enfant observe ses parents gérer les finances de manière prudente, mais en grandissant, il commence à comparer différentes options d'investissement et décide lui-même où placer son argent en se basant sur des recherches personnelles. Deuxième exemple, un enfant est souvent confronté à des disputes à la maison,
Mais en devenant adulte, il apprend à évaluer les situations de conflit de manière objective et cherche des solutions pacifiques et rationnelles pour les résoudre. Comment reconnaître les différents états du moi? C'est très simple. Fermez vos yeux et imaginez vos parents avec vous. Voyez-vous des sourcils froncés, un regard fâché ou un regard rassurant? L'entendez-vous dire tu dois, comment pouvais-tu, tout va bien se passer, n'aie pas peur? Ça, c'est le parent. Imaginez maintenant un enfant devant vous qui hausse les épaules, qui rit ou qui a les lèvres tremblantes, ou peut-être dit-il ce n'est pas juste ou pourquoi toujours moi? Vous voyez peut-être aussi un enfant créatif en train de dessiner. Il se peut aussi qu'il pleure. C'est ça l'enfant. L'adulte, c'est ce qui est le plus neutre. L'adulte a des gestes mesurés et pourrait dire par exemple pourquoi, probable. L'adulte va à l'essentiel sans arrière-pensée et sans sentiment. Maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Fini déjà la théorie et nous voilà partis dans des cas pratiques et réels de la vie. Les discussions entre deux personnes dans l'état du moi par an peuvent souvent durer une éternité. Chacune des personnes reste figée dans ses croyances, ses règles et ses jugements, ce qui empêche d'avancer vers une solution. Pour sortir de cette impasse, il est souvent nécessaire que l'une des personnes quitte l'état du moi par an et adopte une autre perspective comme celle de l'adulte. Poser par exemple une question peut aider à briser ce cycle. Une simple question comme pourquoi ou que penses-tu de cela peut changer la dynamique de la conversation, permettant ainsi de passer à une discussion plus constructive et ouverte. Je vous donne un exemple d'une discussion interminable devant la station de bus. On est en retard encore une fois. Oui, c'est incroyable. Les bus sont très en retard. Oui, toujours. C'est exactement ce que j'ai dit à mon mari ce matin. Mais il faut tout de même payer. Cette discussion aurait été terminée immédiatement si l'un ou l'autre avait posé la question quand est-ce que le bus était en retard la dernière fois? Les discussions entre deux personnes dans l'état du moi adulte se concentrent uniquement sur les informations factuelles, en laissant de côté les sentiments et les jugements. Ces échanges sont rationnels et objectifs, visant à résoudre des problèmes ou à partager des connaissances de manière efficace et logique. Je vais vous donner un exemple de discussion. D'après les données que nous avons recueillies, les ventes ont augmenté de 10% ce trimestre. Oui, j'ai remarqué cela aussi. Quelle stratégie marketing pensez-vous a le plus contribué à cette hausse? Il semble que la campagne sur les réseaux sociaux ait eu un impact significatif. Les taux de clics ont doublé par rapport au trimestre précédent. Cela fait sens. Nous devrions envisager d'allouer plus de ressources à cette stratégie pour le prochain trimestre. Dans ce type de discussion, chaque personne présente des faits et des analyses objectives sans se laisser influencer par ses émotions. Cela permet de prendre des décisions éclairées et de résoudre des problèmes de manière constructive. Les discussions entre deux personnes dans l'état du moi enfant sont souvent spontanées, émotionnelles et centrées sur les désirs et les besoins immédiats. Ces échanges peuvent être joyeux et créatifs, mais aussi capricieux et imprévisibles. La discussion peut être interrompue si l'une des personnes sort de l'état enfant et adopte un autre état du moi, comme le parent ou l'adulte. Exemple de discussion de deux filles qui jouent ensemble. La première fille a dit je suis la mère et tu es l'enfant. La deuxième fille répond je suis toujours la fille. Pour éviter la dispute, la première fille va changer de l'état de l'enfant à l'état de parent. En fait, elle propose un compromis. Elle va dire bien, alors on va jouer deux fois. D'abord tu es la fille et ensuite la mère. Voyons maintenant un exemple entre deux adultes. J'ai trop envie de manger une glace maintenant. Oui, moi aussi. On devrait en acheter plein et essayer tous les parfums. Oh, et si on les mélangeait pour créer des nouvelles saveurs? Ce serait génial. Trop cool.
Et on pourrait aussi ajouter des bonbons et des chocolats dessus. Ces échanges reflètent des réactions spontanées et des désirs immédiats, caractéristiques de l'état du moi enfant. Cependant, si l'une des personnes adopte soudainement un état du moi différent, comme le parent, en disant non, ce n'est pas raisonnable, nous ne devrions pas manger autant de sucre, ou l'adulte en disant d'accord, mais combien cela va-t-il coûter, la dynamique de la discussion change immédiatement. Cela peut interrompre le flux naturel et ludique de la conversation enfant-enfant. Dans cette transaction, le mari, qui est malade, adopte le rôle de l'enfant et attend de sa femme qu'elle le dorlote, jouant ainsi le rôle du parent. Cette dynamique peut durer aussi longtemps que la femme continue à jouer son rôle de parent attentionné. Cependant, si l'un ou l'autre change de rôle, la mésentente peut commencer. Exemple de scénario. Le mari est alité avec un rhume et se sent particulièrement vulnérable. Il appelle sa femme d'une voix plaintive. Chérie, je me sens vraiment mal. Peux-tu me préparer une soupe et rester avec moi? La femme, consciente de l'état de son mari, répond avec douceur. Bien sûr, mon amour. Je vais te préparer une soupe chaude et rester à tes côtés pour m'assurer que tu te sens mieux. Tant que la femme joue le rôle du parent en prenant soin de son mari et en répondant à ses besoins, la transaction se déroule harmonieusement. Le mari se sent réconforté et pris en charge et la femme trouve satisfaction dans le fait de s'occuper de lui. Si par contre, à un moment donné, la femme décide qu'elle a besoin de prendre un peu de temps pour elle-même et dit Je dois aussi m'occuper de certaines choses. Tu peux te débrouiller un moment? de même, si le mari sentant qu'il ne reçoit pas assez d'attention, commence à se plaindre davantage ou exiger plus de soins, il peut intensifier son rôle d'enfant, ce qui peut frustrer la femme. C'est à ce moment-là que la mésentente commence, car la transaction initiale entre enfant et parent est interrompue, la dynamique change et les attentes ne sont plus alignées, créant des tensions. Nous voilà arrivés dans les transactions croisées qui mènent au conflit. Vous le connaissez tous. Au début, il y a une simple question adulte à adulte. Par exemple, le mari demande à son épouse: Chérie, où sont mes bottes? Si l'épouse répond: Là où tu les as lacées, alors le conflit commence et le mari dit: C'est la meilleure, comme si tu savais toujours où sont tes affaires. À ce stade, ils ne discutent plus de l'emplacement des bottes, mais se reprochent mutuellement des comportements et des attitudes, ce qui intensifie le conflit. La conversation initiale, qui cherchait simplement une information, a dégénéré en une série d'accusations personnelles. Cet exemple montre comment une simple question peut entraîner une transaction croisée, transformant une demande d'information en un conflit émotionnel. Cela souligne l'importance de rester dans l'état adulte pour éviter les malentendus et les conflits inutiles. Si l'épouse avait répondu Je ne sais pas, ou la dernière fois que je les ai vus, elles étaient dans la cave, aucun conflit n'aurait pu naître. Les transactions cachées sont des échanges dans lesquels le message réel se trouve sous la surface du message verbal explicite. Ces transactions impliquent souvent des sous-entendus ou des communications non verbales qui transmettent des sentiments ou des intentions différentes de celles exprimées verbalement. Je vais vous donner un exemple d'une transaction cachée. Le patron dit: Ce soir, après le travail, on va regarder ensemble le programme de demain. Mais non verbalement, il a un sourire charmeur, un contact visuel prolongé, signifiant c'est la plus belle de toutes les secrétaires. La secrétaire peut répondre: Quelle bonne idée! Dans la journée, nous n'avons guère le temps. Et en non-verbal, elle a un regard complice et un ton chaleureux, signifiant ce sera une super soirée avec vous. Dans cet exemple, les échanges verbaux entre le patron et la secrétaire semblent professionnels et pratiques. Le patron propose de discuter du programme du lendemain et la secrétaire accepte en soulignant le manque de temps
pendant la journée. Cependant, les messages non-verbaux racontent une toute autre histoire. Le sourire charmeur et le contact visuel prolongé du patron suggèrent une attirance et un compliment implicite envers la secrétaire. De même, le regard complice et le ton chaleureux de la secrétaire indiquent qu'elle apprécie l'invitation non seulement pour des raisons professionnelles, mais aussi pour des motifs plus personnels. Cette double couche de communication peut conduire à des malentendus ou des attentes non exprimées si l'une des parties ne perçoit pas ou n'interprète pas correctement les signaux non verbaux. Les transactions cachées peuvent ainsi compliquer les interactions et potentiellement créer des tensions si les intentions réelles ne sont pas alignées avec les messages explicites. Les transactions cachées peuvent également impliquer des accusations implicites à travers la communication non verbale. Voici un exemple illustrant cette dynamique. Verbalement, le patron dit: combien de fiches reste-t-il à classer encore? En non-verbal, le ton est sévère et il a un regard de reproche, signifiant: vous n'auriez pas dû accepter ce délai. La secrétaire, ayant compris le message non-verbal, elle répond: je n'y peux rien. En non-verbal, elle a une posture défensive et le ton agacé, signifiant: pourquoi m'accuser? Ce n'est pas ma faute. Dans cet exemple, le message verbal du patron est une simple question sur l'avancement du classement des fiches. Cependant, le ton sévère et le regard de reproche non-verbaux du patron insinuent que la secrétaire a mal géré son temps ou pris une mauvaise décision en acceptant un délai trop court. La secrétaire, quant à elle, perçoit cette accusation implicite et répond d'une manière défensive, verbalement et non-verbalement. Le «je n'y peux rien» verbal est accompagné de signes de défense tels qu'un regard agressif et un ton agacé, indiquant qu'elle se sent injustement accusée et cherche à se justifier. Ce qui était vrai hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui. C'est pour cela qu'il faut réévaluer le contenu de son parent pour voir si la manière de vivre apprise est toujours d'actualité. Une petite histoire pour illustrer ce que je veux dire. La mère avait strictement interdit à ses enfants de mettre leur manteau sur le lit en rentrant de l'école. Un jour, l'un des enfants demande à sa mère pourquoi cette règle existe. La mère ne sait pas répondre et va demander à sa propre mère. Celle-ci lui explique: ah oui, à l'époque, tous les enfants avaient des puces. Cette règle n'a plus de sens aujourd'hui. Cet exemple montre que la mère avait intégré cette manière de vivre apprise sans jamais penser à la réévaluer. La question de l'enfant, posée avec une attitude adulte, a amené la mère à réfléchir et à réviser cette règle héritée du parent. À vous de commencer à analyser le contenu de votre parent pour voir si toutes les informations y enregistrées sont encore d'actualité. Engagez des discussions avec votre partenaire pour comprendre comment il perçoit certaines règles, s'il les applique sans réfléchir ou s'il s'est déjà posé des questions. D'ici un mois, je vais réaliser une suite à cette vidéo qui approfondira votre savoir sur l'analyse transactionnelle. D'ici là, je vous ai donné un petit travail à faire qui sera nécessaire pour continuer avec la deuxième vidéo. Je tiens aussi à remercier ceux qui ont écouté jusqu'à la fin et je suis persuadé qu'ils sauront mieux analyser et comprendre des discussions entre humains. À très bientôt.